Dans cette vidéo, je vais répondre aux questions qui ont été posées dans les commentaires en ce qui concerne la vie et les études en Chine. Vous savez que ça fait plus de 3 ans que je suis en Chine et je profite pour répondre avec quelqu'un d'autre qui est aussi là depuis longtemps et j'espère que nos réponses, ça va aider vraiment beaucoup de gens. Et je te conseille de suivre la vidéo jusqu'à la fin parce que la 9e et la 10e question vont concerner en tout cas tous les étudiants sans exception parce que les premières questions parfois ça peut être des questions personnelles mais la 9e et 10e ça va vous concerner vous tous. Donc suivez la vidéo jusqu'à la fin et si tu n'es pas abonné à la chaîne, abonne-toi et active la cloche si tu cherches les opportunités et les conseils sur la vie et les études à l'étranger, sur l'immigration au Canada, en Chine et en Chypre. Tu vas trouver toutes les informations ici. Donc abonne-toi et on se retrouve juste après. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer notre vidéo, l'invité va se présenter et on va commencer directement à répondre aux questions avec beaucoup plus de précision possible grâce à nos expériences, grâce à tout ce qu'on a vécu ici sur place. Donc voilà, je te présente rapidement. D'accord. Bonjour à tous, je m'appelle Kombo Juste Estimé. Cela fait bientôt 4 ans que je suis ici en Chine et j'étudie dans le milieu informatique. Et merci de me recevoir sur la chaîne Expériences Opodère. C'était un plaisir. Donc voilà, aujourd'hui, on va répondre aux questions avec Monsieur Juste. Et les questions, on a reçues sur mail et aussi dans les commentaires. En tout cas, il y a beaucoup de questions, 10 questions comme je vous ai dit. Et voilà, on va commencer directement. Bon, la toute première question, c'était à combien s'élèvent les frais d'accompagnement pour les études en Chine? Comme je vous avais déjà expliqué dans une vidéo, tu peux le faire seul ou bien tu peux passer par une agence sérieuse. Maintenant, ici, c'est sûrement les frais de notre agence. Pour tous ceux qui sont intéressés par notre agence, par nos accompagnements, écrivez-moi sur les mails et je vais vous répondre, je vais vous donner tous les détails parce que les frais vont dépendre de votre profil, de votre processus. Il n'y a pas un frais fixe pour l'accompagnement. Donc, voilà, pour la première question, n'hésitez pas de me donner tous les détails via mon mail. Maintenant, pour la deuxième question, ça sera à toi juste de répondre. Est-il possible aux étudiants étrangers de faire un job pendant leur cursus universitaire en Chine? Je comprends pourquoi la question est posée parce que la question, il y a une question à se poser. La question, ça peut paraître bizarre, mais est-ce qu'on peut, étant étudiant et pendant son cursus, travailler en Chine? Je répondrai non. Non, pourquoi? Parce que non par rapport à la loi. La loi en Chine, instaurée en 2018, ne permet pas aux étudiants étrangers de pouvoir travailler en Chine ayant le statut d'étudiant. Donc, il faudrait, pour pouvoir travailler en Chine, changer son statut. Donc voilà, pour la question ici, on va dire c'est pas possible aux étudiants étrangers de faire un job pendant leur cursus universitaire. Mais par contre, pour le contredire un peu, il y aura des petits jobs. Vous savez que les étudiants ne sont pas toujours derrière la loi. Il y a des gens qui vont être contre la loi, qui vont faire de petits jobs en cachette. Mais c'est risqué, mais il y a certains qui font ça. Vous pouvez faire ça, mais il ne faut pas compter sur ça toute votre vie ici pendant que vous venez de vous dire que non, vous n'avez pas d'argent, mais vous allez compter sur les travaux à faire. Non, c'est pas ça. Mais venez seulement si ça s'est prévu. En cachette comme ça, faites ça, gagner de l'argent et avancer. Et pour suivre ta démarche, comme tu l'as dit, je vais parler de mon expérience personnelle. Ok. Ce que je viens de dire, la réponse que je donnais, c'est la voie légale qui dit que l'étudiant n'a pas le droit de travailler en Chine. Okay. Voilà. Mais il se trouve que les étudiants peuvent aussi le faire. Tout dépend des conditions. Okay. Donc, s'ils ont la possibilité et la permission de leur établissement, ça peut être dans l'établissement, s'ils peuvent trouver une activité à faire, bien sûr, sous la direction de leurs enseignants et de l'établissement qui est garant d'eux. Aussi, ça peut être un travail de gestion où l'étudiant peut... Mais toi, tu as parlé d'expérience, tu as déjà fait... Oui, là, je généralise avant d'entrer dans mon cas personnel. Là, ça peut être aussi un cas où l'étudiant est peut-être là à gérer et à superviser d'autres étudiants étrangers. Okay. Donc, il peut être dans l'administration aussi. Okay. Et en cas d'expérience, dans mon cas personnel, j'ai eu la chance, dans l'établissement où je suis, de pouvoir exercer un petit job à part dans l'établissement. Et la facilité, c'est que je n'avais pas besoin de me déplacer. J'étais sous la direction et la tutelle de mon établissement. Et j'avais donc leur permission d'exercer dans ce cas-là. C'est quel genre de travail toi tu fais? Ce que je faisais, c'était, ici nous on l'appelle des quadis, hein, mais en termes général, c'est
c'est... L'Express, en fait, donc les Voilà. colis, des livraisons. Mais la Voilà. livraison ici, c'est pas comme on voit souvent à la télévision. C'est pas aller porte à porte pour livrer. Il y a des points, des livraisons. Lui, il reste là maintenant. Quand les colis arrivent, il arrange dans les dépôts. S'il y a des gens qui viennent prendre, tu dois vérifier s'il a vraiment pris son colis. Donc, des trucs comme ça, c'est ça que lui, il fait. C'est comme ça fonctionne pour l'Express. Donc, voilà un peu pour la question. C'est pas possible de travailler, mais si ton université te donne la chance de travailler dans l'établissement, tu peux faire des petits jobs là, mais c'est pas offert à tout le monde. C'est des opportunités qui sont vraiment trop rares. Vous ne devez pas compter sur ça. La troisième question, c'est quelle est la durée moyenne des cours de mise à niveau de la langue anglaise et chinoise? D'ailleurs, là, je précise déjà, il n'y a pas de mise à niveau des langues anglaises. J'ai déjà répété ça plusieurs fois sur cette chaîne. Il n'y a pas de mise à niveau des langues en anglais. Donc, c'est seulement la langue chinoise. À combien, donc voilà, quelle est la durée moyenne de ces cours? La durée moyenne Mais c'est dans... ça que tu as fait aussi parce que tu as appris d'abord les chinois. Oui, 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 et effectivement, effectivement. Selon mon cursus, j'ai eu une année de langue entière de langue chinoise Ok. et c'est donc la durée moyenne dans les établissements chinois où on forme les étudiants en langue chinoise. Bien qu'il y a des établissements qui forment euh, aussi pour 6 mois, mais Ok. la durée moyenne, surtout pour ceux qui vont suivre un cursus qui n'est pas lié au chinois, mais qui sera enseigné en chinois, la durée moyenne, c'est de 1 an. C'est d'un an. Oui. Donc, après un an, en tout cas, tu seras capable de commencer un programme en chinois sans problème. Bah, c'est ce qu'on espère, c'est ce qui est attendu de la part des établissements. Après les une année, bien qu'après, une fois qu'on va entamer notre cursus, Ok. on aura quelques cours de chinois toujours, Ok. mais on espère qu'à partir de ces une année d'enseignement de chinois, qu'on est à même de pouvoir comprendre un minimum et de pouvoir participer aux cours convenablement. D'accord. Donc, la durée moyenne, c'est une année. Après une année, si tu as bien travaillé, en tout cas, tu seras capable de faire un programme en chinois. Mais si ton programme est en anglais, tu n'auras pas cette là de préparation en chinois. Tu vas suivre directement le cours de chinois normalement dans ton programme. Donc, tu n'auras pas Et si je peux ajouter ces trucs-là, oui. concernant l'anglais, les universités ici en Chine considèrent qu'un étudiant qui veut venir étudier en Chine doit avoir ce minimum-là de bagage anglais. D'où l'anglais n'est pas une nécessité d'apprentissage, non. Mais on considère que l'étudiant a déjà, Qui choisit l'anglais voilà, a déjà des bases. voilà. Et on considère qu'il a déjà des bases. Et d'ailleurs, ce n'est pas une aventure de venir en Chine. Mhm. D'où les universités considèrent que l'étudiant, quand même conscient de ce qu'il est en train d'envisager de faire, venir en Chine, se prépare un minimum et maîtrise un minimum aussi l'anglais. D'accord, d'accord. Donc là, vous avez bien compris. On passe directement à la quatrième question qui est, étant en licence 3 des statistiques et économie et économétrie, statistiques et économétrie, tu connais? Statistique, oui, pas économétrie. Bon, on va prendre économie. Statistique et économie, est-ce que lorsque j'obtiendrai mon diplôme, je ferai directement les masters après le cours de mise à niveau des langues, des chinois, si c'est ça, c'est de ça que Oui, tu parles, bien, reprendrai-je ma troisième année de licence? Déjà, je vais répondre à la dernière question, puis toi, tu vas répondre, tu vas d'accord. continuer. Là où tu demandes si tu vas répondre ton troisième année, pour toutes les personnes qui sont en train d'étudier hors de la Chine, si vous voulez venir ici, il n'y aura pas d'offre où vous allez continuer le processus, le programme que vous êtes en train de faire. Si vous venez ici, vous n'avez pas de diplôme, par exemple des licences, que vous soyez en deuxième année, que vous soyez en dernière année, vous allez recommencer. Donc, pour continuer, peut-être tu dois finir le programme que je suis en train de faire. Si tu es en licence, tu dois venir avec un diplôme pour espérer continuer en master. Si tu n'as pas ce diplôme-là, tu vas reprendre. Maintenant, là, il a parlé, étant en licence 3 des statistiques, est-ce que lorsqu'il obtiendra son diplôme, il fera directement le master ou il pourra d'abord commencer avec le niveau de langue? Avec son diplôme de Licence 3, statistique, ouais, oui, en licence statistique. 3, donc considérant qu'il a à ce moment-là sa licence et qu'il va apply pour un niveau master. Mhm. Tout dépend de l'établissement et aussi du parcours qui est suivi. Si le parcours est un parcours en anglais, il n'y a pas de cours, comme on vient de le dire, de mise à niveau en langue. Donc, on entame directement le parcours master en Ok. anglais. Mais si le parcours est en chinois et que vous avez précisé lors de la procédure que vous n'aviez jamais fait de cours de chinois,
il peut vous être octroyé une année encore d'apprentissage de langue parce que ça dépend. Il y a certaines universités qui, en master, bien que vous pouvez postuler, ne tient pas compte des étudiants qui n'ont pas appris la langue avant. Ok, Oui, vu qu'ils savent que la langue dans laquelle ils vont apprendre sera le chinois. ok. Voilà. Donc, il y a certaines universités comme cela. Tout dépend du programme surtout. Donc, ça va dépendre plus du programme, mais surtout si c'est en anglais, il y aura pas d'année de mise à niveau des Pas du tout. langues. Donc, si tu as ton diplôme, tu commences directement. Donc, la cinquième question, hormis les bourses d'études, quelle est la scolarité moyenne des études en Chine pour le programme des masters, y compris les frais de logement et la nourriture? Bon, ici, la question est un peu mixée, mais je vais essayer de poser la question moi-même. Ici, il demande la scolarité, c'est-à-dire, on va parler de la durée de master, on va Oui. parler aussi des frais que la personne peut payer si elle n'a pas de bourse. Est-ce que tu as une idée? Dans ton université, par exemple, est-ce que tu peux me donner seulement les exemples, voilà, les modalités des frais, la durée de master? Mon université, malheureusement, n'a pas de master dans Ok, mon option. Et en ce qui concerne les masters en Chine sont en général d'une durée de 2 à 3 ans. Tout ok. dépend des... Voilà, 2 à 3 ans. Mais pour ce qui concerne les frais, le Oui. logement et autres, ça va dépendre de l'université. La filière, oui, Voilà. de la filière, c'est à préciser. Ça va dépendre de l'université. Comme on a répondu vous avez répondu à la toute première question, si je ne me trompe Mhm. pas, concernant les frais d'agence, Vraiment, oui, voilà, effectivement. d'accompagnement. Tout va dépendre de l'université sur laquelle vous tombez ou celle qui vous intéresse. Les Ok. frais ne seront pas les mêmes, que ce soit au niveau du logement, que ce soit au niveau du manger ou même la bourse octroyée aussi. Voilà, bon, si moi je dois prendre maintenant l'exemple pour mon cas ici, pour ta filière, j'ai une idée, si je ne me trompe pas, je peux me tromper, mais je suis un peu sûr. En termes des masters en business, parce que ça sera dans le cadre du business ici, tu payes 35 000 yuan pour les frais académiques et 9 000 pour le frais des logements. Au total, ça te fait 44 000 Ah, yuan. 44 000. Donc, c'est beaucoup d'argent, à peu près. Peut-être 5 000, 6 Non, 000 pas 6 000, dollars. pas 5 000. C'est à peu Plus près 6 000, plus de 6 6 000, 000, plus plus de de 6 6 000 000 dollars. dollars. Donc, plus de 6 000 dollars, en France, c'est facile combien? Près Beaucoup de près calculs, hein? de 4 5 millions, Ok. quelque chose. Donc, c'est un peu ça. Ah, sans la bourse, ça sera vraiment trop cher pour les masters. Mais je ne sais pas si il y a des gens qui font les masters ici et payent seuls. Parce que avec le système de bourse en Chine, les gens des masters et doctorats sont des gens qui ont beaucoup plus de bourses en tout cas. Donc, c'est pas l'option à envisager. Et si tu obtiens une inscription en Chine sans bourse, je te conseille pas de faire ça pour le master. Mieux vaut laisser. Donc, moi, personnellement, je ne peux pas résister, payer 44 000 yuan pour Peu étudier d'argent, ouais. pendant qu'il y a mon roommate qui reçoit 40 000 yuan pour étudier. Donc, on étudie la même chose, mais lui, il est payé 40 000 et moi, j'ai payé à l'université 44 000. Donc, c'est pas à conseiller en tout cas. Toi-même, tu seras pas bien dans ton corps. Donc, la sixième question, il demande quand nous aurons la bourse d'études, Oui. nous sera-t-il permis de travailler dans les boîtes chinoises, pas les boîtes de nuit, hein, les boîtes chinoises après notre parcours universitaire, ou alors devrons-nous retourner au pays une fois nos études terminées? Donc là, il parle un peu, est-ce que ça sera facile de travailler dans les entreprises ici en Chine, d'être inséré dans, voilà, dans les boulots ici en Chine, est-ce que ça sera facile, mais quand tu as la bourse, est-ce que la bourse te donne les chances de travailler dans les compagnies en Chine? Non, pas du tout. Pas Mhm. du tout. C'est un euphémisme. Pour ceux qui croyaient que c'était le cas, non. La bourse se limite juste à ses études. Ok. Et ça n'a rien à voir avec l'obtention d'un job en Chine et autres. Ça dépend de tout autre critère. Les critères qui vont rentrer en compte, c'est votre cercle peut-être de connaissances d'amis et aussi votre travail. C'est-à-dire, Quel genre d'amis? vos amis, ça peut être Des amis chinois, étrangers? oui, bien sûr. Chinois, en l'occurrence, vu qu'il parle des boîtes chinoises. Ok. Donc, votre cercle d'amis, chinois en l'occurrence. Vous avez la possibilité de travailler en Chine, oui. Mais la Chine, n'oublions pas, est un pays communiste et est un pays qui a une politique euh, qui priorise le chinois à l'étranger. Et c'est quelque chose que je respecte parce qu'ils sont patriotes. Voilà.
et les Chinois sont très nombreux, ne l'oublions pas. Ce qui veut dire que nous avons très peu de chances, bien que c'est possible, de pouvoir exercer en Chine, dans les boîtes chinoises. Ou alors, il faudrait peut-être faire des concessions et pas forcément travailler dans ce dans quoi on a peut-être été formé. Voilà. Si Ok. on souhaite exercer en Chine, Bon, bien que ce soit et possible. aussi le plus dur dans tout ça, c'est aussi la Chine. Avec la Chine, il y aura beaucoup plus de concurrence. Parce que n'oubliez pas que ta filière que toi, tu viens de finir dedans, il y a aussi les Chinois qui ont étudié la même chose et qui parlent bien chinois. Donc, qui veulent aussi travailler au même poste que toi. Donc, il y aura plus cette concurrence. Et toi, tu dois être vraiment performant, tu dois mieux proposer pour Voilà. convaincre à l'employeur de te choisir toi. Et Donc, c'est c'est plus dans le cadre où de celui qui mérite. Si tu mérites, tu vas être intégré. Mais sinon, si tu mérites pas, désolé pour toi, tu dois rentrer au pays. Mais moi, personnellement, j'encourage à tout le monde de penser plutôt à retourner. Quand vous écrivez ça dans vos lettres de motivation, quand je vais finir mes études, je vais rentrer aider mon pays à se développer. Pensez plutôt à ça, mais ne vous limitez pas à penser à est-ce qu'on peut travailler en Chine. D'ailleurs, moi, j'encourage la Chine à ne pas donner les travaux aux étudiants comme ça. On va rentrer créer de l'emploi au pays, même s'il y a le chômage, vous allez dire ça, mais vous venez étudier pour apprendre maintenant, vous rentrez maintenant, créer ces emplois-là. Faites quelque chose maintenant pour le pays. Donc moi, j'encourage la Chine c'est un très bon conseil. qui donne pas C'est le un boulot très aux bon étudiants. conseil. Et d'ailleurs, à terme, en termes de précision, en ce qui concerne la concurrence, c'est où vous devez vous démarquer. Vous démarquer de la concurrence chinoise, vous démarquer de vos propres compatriotes aussi et amis, parce que vous êtes tous concurrents sur Sur le le marché, marché en du fait. travail. Et c'est là où votre cercle de connaissances et d'amis va être impactant. Donc, dans ce cercle-là, il y a aussi vos enseignants. Les premiers que vous devez impressionner, s'il y a des gens impressionnants en Chine, ce sont vos enseignants. Parce Mhm. que ce sont les premiers qui seront à même de vous ouvrir les portes dans, en ce qui est dans Dans les ces zones, domaines, voilà. voilà, dans ces zones-là du travail et autres, en ce qui concerne ces recommandations et peut-être aussi certaines entreprises. Il y a certaines écoles chinoises qui sont directement reliées à des entreprises et il y a des entreprises qui viennent piocher ci et là parmi les meilleurs. Si vous vous faites démarquer et que vous êtes l'élite de votre université, de votre option et autres, vous avez beaucoup plus de chances d'être accepté. Bon, maintenant, pour la septième question, est-ce que ça vous dirait de nous dire plus sur les réseaux mobiles? Comment devons-nous s'y prendre avec notre puce téléphonique en Chine? Puisque nous avons des contacts que nous ne voulons pas perdre. Comment faire? Ah, c'est très simple. Si vous avez des contacts que Ça, c'est vous, plus technique. pas vraiment. Si vous Mhm. avez des contacts sur votre puce que vous ne voulez pas perdre, la première des choses, c'est de les transférer de la puce vers le téléphone. Parce que le téléphone, vous allez encore l'utiliser en Chine. C'est Oui. juste la puce que vous allez changer. Et donc, les informations des contacts qui seront sur votre puce, veillez à les basculer vers votre téléphone pour éviter de les perdre en retirant la carte SIM. Donc, simple que ça. Ouais. Enregistrer. Ou bien si vous êtes plus traditionnel, écrivez vos contacts sur un papier quand vous aurez votre puce ici en Chine à enregistrer. Ah, C'est ça, simple, non? oui, c'est Ça, vrai, c'est mais traditionnel. c'est Ça, c'est vraiment. traditionnel et vous faites ça. Je sais pas si Donc, ça se fait encore bon, je d'ailleurs. crois que ça, c'est plus technique. Sois plutôt malin et tu sauras comment enregistrer le contact que tu veux pas perdre. Voilà. Et sinon, à part ça, il y a aussi les réseaux Instagram, Facebook. Ah oui, Vous oui, devez oui, oui. être en contact avec les gens qui sont vraiment proches de vous. Et si tu changes de numéro, vous pouvez vous contacter sur Facebook et vous allez Et c'est encore vrai que, vous et partager des il est vrai contacts. qu'avec comme vous l'avez dit, les réseaux Instagram, ce WhatsApp et autres, même dès que vous changez de carte SIM, c'est pas aussitôt que vous devez forcément aussi vous réinscrire et ainsi de suite. Donc, vous ne perdez pas directement les contacts et autres. Donc, Mhm. vous pouvez profiter de ce laps de temps aussi pour les enregistrer sur cette nouvelle carte que vous avez ou le téléphone pour mieux. Voilà. D'accord. Voilà. Pour la huitième question, c'est quelle est la durée moyenne de cours universitaires en Chine? Je crois ici, c'est parler plus de durée de chaque programme Ouais. et si possible des cours. La Des durée cours. d'une séquence de cours, quoi. Bah, en général, hein, en général, en Chine, bah, les masters, et pardon, on va commencer par les bachelors, Mhm. ensuite La masters licence, et oui. autres, voilà. Donc, pour les licences, en général, c'est 4 ans.
4 ans, surtout pour ceux qui suivent un programme en chinois et qui doivent avoir en premier leur première année d'apprentissage, Mhm. d'initiation en langue chinoise. Donc, une année d'initiation en chinois et ensuite les 3 ans de licence qui leur fera 4 ans. En Mhm. moyenne, c'est autour de 3 à 4 ans. Ok. Ceux qui sont en anglais, c'est plutôt 3 ans. Et C'est 4 ans aussi. c'est 4 ans C'est aussi? 4. En anglais, c'est 4 ans. Donc, le truc, c'est quoi? En anglais, c'est 4 ans. Pour lui, il a parlé de son cas. Pour Ah oui, son ça, cas, c'est mon ils cas ont fait personnel. une année de De langue en langue chinois et chinoise. puis 3 ans pour finir, pour avoir son diplôme de licence. Mais là, tu auras vraiment beaucoup de cours pour la deuxième année. Par contre, pour les autres, tu vas voir, il y a une année d'abord de formation des langues. Quand tu vas choisir un programme en chinois, tu fais une année de formation de mise à niveau en chinois et puis tu fais encore 4 ans. Au total, ça te fait 5 ans. Si c'est en anglais, c'est 4 ans pour la licence. Maintenant, pour les masters, c'est 2 à 3 ans pour le programme des masters et moi c'est 4 ans. 4 ans. Donc voilà un peu la durée pour chaque niveau des études en Chine. Et en termes de séquence des classes, le cours c'est d'habitude combien des heures, des minutes, des jours? Tout dépend de l'établissement. Les cours ne sont pas donnés de la même manière Ok. selon les établissements. Certains cours, moi en l'occurrence, il y avait certains cours où je pouvais avoir 4 heures d'affilée Mhm. et il y en avait d'autres où je pouvais avoir 4 heures le même jour, mais séquencé en 2 heures, 2 heures. Ok. Voilà, 2 heures peut-être la matinée, Donc tu 2 heures dis 4 heures l'après-midi. d'affilée, le jour où tu as 4 heures d'affilée, c'est-à-dire que tu commences à 14 heures jusqu'à 18 heures. Oui, par exemple, Oh, ou 4 heures de 8 heures à 12 heures. je vois. Et il y en avait d'autres où j'avais 4 heures du même cours la même journée, Mhm. mais Mhm. séquencé en 2 heures le matin et 2 heures l'après-midi. Donc, Ok. tout va dépendre. Mhm. Maintenant, pour mon cas, moi, dans mon université, par exemple, on fait un cours à toujours 1h45 minutes. Et on a une pause de 10 minutes pour chaque cours. 10 ou 15 minutes, ça dépend. Mais en tout cas, la première partie, on fait 45 minutes. Puis on fait 10 minutes ou 15 minutes de pause. Et puis la deuxième partie, encore 45 minutes et le cours est terminé. Bah, c'est cool, c'est toujours comme ça en fait. Même chez moi aussi d'ailleurs. Mhm. Les cours sont séquencés. Ils considèrent les Chinois, ils disent IJK. Donc, Mhm. 1 heure de cours, c'est 45 minutes de cours plein, plus Ok. suivi de 15 minutes de pause. Il y a toujours des petites pauses entre chaque cours. Donc, pendant les 1 heure de pause, de 1 heure de cours, nous avons toujours 15 minutes de pause. Et on peut avoir peut-être, comme je l'ai dit, peut-être 2 heures, 4 heures de cours pendant la journée. D'accord. Et la neuvième question, je ne sais pas si tu as quelques informations sur ça. Il demande des informations sur l'université de Tsinghua. Tsinghua University, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la meilleure université en Chine et c'est vraiment trop compliqué d'y intégrer. Il demande si l'université est privée ou c'est une université publique. Sans vous mentir, j'ai jamais fait des recherches sur l'université parce que je sais que ça m'est jamais venu en tête d'y faire des recherches parce que je me suis jamais mis un jour en tête de me dire que je vais aller étudier là-bas ou même personne me demande des informations. Ça, c'est la deuxième personne qui me demande ça. Donc, je crois que je vais déjà commencer à faire sur l'université en question. Je sais pas si juste tu connais quelques informations sur l'université de Tianjin. Pas grandement, que ce soit public ou privé. Vraiment, ça ne m'a jamais réellement intéressé. C'est pas ce qui m'intéresse le plus, mais savoir que c'est une top université, oui, et comment y accéder, vu que c'est la question qu'il pose. Oui, la dixième question, il demande est-ce que euh, pour celui qui aimerait étudier là-bas, qu'est-ce qu'on va lui conseiller? Ah, vraiment, étant l'université numéro 1 de Chine, je pense que les conditions doivent être Trop serré. vraiment trop sévères, hein. Ouais, parce que même pour les universités, pas autant dans le Mieux rang classé. mieux classé, mais la sélection est déjà assez sévère. Ils font attention, la Chine ne veut pas prendre n'importe qui d'ailleurs. La Chine veut garder un certain standard et aussi élever son rang au niveau mondial. Et donc, la Chine va aussi vouloir prendre un maximum de personnes qui va faire monter son rang. Et cette université encore plus. Donc, un conseil, vraiment, je n'en ai pas en particulier parce que jusqu'alors, je n'ai pas rencontré une seule personne qui a eu accès à cette université. Bon, voilà, maintenant pour moi, en termes d'expérience dans les accompagnements des étudiants en Chine, ce que moi je vais te conseiller pour Tsinghua, tu dois d'abord savoir que avoir une bourse pour cette université, ça sera compliqué. Il faut d'abord que tu sois prêt à payer les frais toi-même. Et payer les frais à Tsinghua, ça doit être cher. Donc, il faut vraiment être prêt financièrement à gérer toi-même tes frais académiques.
Deuxièmement, pendant que tu fais ta licence, tu dois avoir un bon GPA, des bons résultats pour que ça soit un argument de plus que tu vas ajouter dans ton dossier. Troisième chose, fais le test de chinois. Apprends la langue chinoise. Vas-y avec un test HSK4. C'est HSK4. Non, peut-être 5 ou 6 vu que c'est 4 le à top. 5, en tout cas minimum 4. Mais vas-y avec un diplôme de chinois. Ne pars pas sans diplôme de chinois. Ça, c'est l'autre conseil que je te donne. Dernier conseil, je te conseille aussi, si possible, ne pas chercher à partir étudier là-bas en anglais, mais en chinois. Donc, par faire un programme en chinois pour un étranger qui veut aller à Tsinghua en chinois, ça va vraiment optimiser tes chances et ça va bien se passer. Donc, c'est les conseils que je donne à tout le monde, à tout celui qui aimerait étudier dans la meilleure université en Chine. Prenez ces conseils en compte, travaillez là-dessus et après, vous allez revenir sur la vidéo aussi dire que les conseils vous ont aidé et vous êtes admis et vous êtes diplômé de l'université de Tsinghua. Je crois là, on a répondu aux 10 questions qui ont été posées. Merci à toi pour les questions. S'il y a d'autres questions, mettez ça dans le commentaire. S'il y a des questions que tu avais et on a donné des réponses, dis merci à Juste qui vient de participer à la vidéo, qui vient de partager ses expériences. Merci pour ces J'espère questions, que Léa, aussi. ça va aider et on se retrouve à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao.